matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. À la volée, je suis très heureuse et c'est un sujet absolument fondamental et je demande à tous nos auditeurs non seulement d'écouter, mais de demander aux autres de nous rejoindre pour écouter. Il faut savoir ce qui se passe et comprendre aussi ce qui se passe au Congo. Bonjour Charles Onana. Oui, bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes politologue, journaliste d'enquête, essayiste, éditeur franco-camerounais, auteur de nombreux ouvrages, dont celui-ci, qui est un très riche, très bien écrit, Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale. La France complice, point d'interrogation, évidemment on va en parler. La France, pas que la France d'ailleurs, beaucoup de complicité aux éditions L'Artilleur. Alors pourquoi, d'un seul coup, je le dis pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, d'un seul coup, on mène notre petite vie, on parle de divers sujets, puis d'un seul coup, on est envahi par des images atroces, très prenantes, d'hommes brûlés, décapités, des mains coupées, des enfants qui hurlent, des femmes violées, je vous passe tout ça, des images voilà, qui réapparaissent sur les réseaux en ce moment. Eh bien, parce que, et donc qui concerne évidemment le drame du Congo. Et en fait, il se joue en ce moment, vous l'avez certainement mieux suivi que moi, vous tous, parce que moi je suis très mauvaise pour ce qui se passe de l'actualité sportive, mais la Coupe d'Afrique des Nations, donc appelée CAN, qui se déroule en ce moment, et la République démocratique du Congo est en demi-finale. Bon, ça c'est pour le point de vue sportif, là, avec la Côte d'Ivoire, va jouer contre la Côte d'Ivoire, d'ailleurs je crois que c'est ce soir, et l'Afrique du Sud contre le Nigeria. Bon. Et sur Twitter, l'attaquant congolais Cédric Bankambou, alors vous allez me dire si je prononce bien son nom, a souhaité rappeler les horreurs qui se déroulent actuellement donc en République démocratique du Congo, et a fait ce geste comme ça de la main cachée. Et ça a été énormément relayé sur les réseaux sociaux. On va vous mettre l'image d'ailleurs de ce joueur et de son geste. Donc des photos qui ne sont absolument pas anodines. La main droite sur la bouche, l'index sur la tempe pour rappeler, je vais arriver, le drame du Congo. Alors que se passe-t-il au Congo justement ? Eh bien c'est pour ça que je suis très heureuse de vous recevoir, Charles Onana. Et vraiment, j'ai lu votre livre hier. Il est absolument bouleversant. Et j'espère qu'on va avoir le temps d'aborder tous les sujets. Alors, peut-être, juste avant de vous donner la parole, je vais passer une vidéo d'enfants qui travaillent au Congo. Et comme ça, voilà, ça va nous mettre un petit peu dans l'ambiance. On va comprendre ce qui se passe là-bas. Je vous propose de regarder ça. Ah oui, alors en fait, on n'a pas le son. Donc on voit ici des enfants qui sont forcés à travailler, vous voyez, pour ramasser. Ils sont dans les mines de cobalt. Et ils sont en train de ramasser et forcer, évidemment, vous allez voir la violence des hommes avec eux, à travailler. Et forcer puisque le Congo, mais Charles Onana va tout nous raconter, est une terre extrêmement riche et peut-être la plus riche au monde de diamants, premièrement, mais aussi de toutes ces matières dont on a besoin, notamment pour les téléphones portables et les batteries. Alors Charles Onana, on voit ces images affreuses, hein, et je veux dire, en lisant votre livre, on comprend que voilà, il y a des choses vraiment atrocissimes qui se passent là-bas. Peut-être résumons un petit peu depuis quand ça a commencé, pourquoi, et surtout, on essaye de nous brouiller avec, on se dit que c'est des conflits ethniques ou claniques, mais en fait derrière il y a des intérêts bien supérieurs dont je voudrais qu'on parle. Oui, absolument. Merci beaucoup de me donner la parole aujourd'hui. Vous voyez, les images que vous diffusez là sont des images qui malheureusement sont devenues le quotidien des enfants congolais depuis plus d'un quart de siècle maintenant, dans le silence le plus total, dans une sorte d'omerta généralisée de la communauté internationale. Et pour quelle raison ? Simplement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le Congo est aujourd'hui l'un des pays qui regorge des matières premières, je dirais des minerais rares, stratégiques et militaires très importants. Le coltan qui sert aujourd'hui à la fabrication des téléphones portables, des ordinateurs portables, et bien entendu le cobalt qui sert évidemment à la fabrication des voitures électriques, la voiture électrique qui est devenue, je dirais, l'un des éléments importants de l'Union européenne pour les prochaines années. Exactement. Et vous n'entendez pas des écologistes qui ont tendance à
nous parler d'énergie propre avec la voiture électrique, eh bien, évidemment, nous les invitons à aller en République démocratique du Congo pour voir effectivement si on a affaire à l'énergie propre quand on voit les images que vous diffusez et qui montrent l'état dans lequel les enfants travaillent dans cette région-là, mais parce qu'il y a de nombreuses multinationales anglo-saxonnes qui sont mobilisées derrière le Rwanda, qui est le voisin immédiat du Congo, qui est devenu, je dirais, le sous-traitant de ces multinationales et de certaines puissances anglo-américaines qui ont vocation effectivement à travailler à l'extraction de ces minerais stratégiques pour le compte de leurs entreprises. Et donc, évidemment, le Congo est devenu, je dirais, un cimetière à ciel ouvert. On compte aujourd'hui, selon plusieurs analyses, plus de 10 millions de morts en République démocratique du Congo. C'est comme si on avait rayé le Danemark de la carte. Il y a plus de 500 000 femmes violées. Ça, ce sont les chiffres qui sont donnés par le docteur Denis Mukwege. Oui. Et évidemment, tout cela se Qui est passe, prix Nobel, je dirais, crois, hein, de la paix. oui, absolument. Et tout cela se passe dans un huis clos effrayant. Et d'ailleurs, vous l'avez dit en début d'émission, la guerre du Congo, en réalité, est une guerre sans images. C'est-à-dire que ces images que vous commencez à voir sortir aujourd'hui sont des images que le peuple congolais et les enfants congolais vivent depuis, je dis, plus de 25 ans. Ouais. Et c'est tout à fait agréable que ce joueur congolais et que d'autres personnes commencent à parler du Congo. Ça signifie tout simplement que la coupe est pleine, elle est un peu trop pleine. Mais évidemment, elle est plus que pleine. Vous parlez de viol, c'est plus que du viol. Là, c'est des viols organisés, c'est du massacre de femmes. Et vous l'expliquez, vous en parlez. Il y a d'ailleurs des interviews à la fin qui sont absolument terribles dans votre livre et des médecins qui n'ont absolument jamais vu ça. Donc, on voit que c'est une haine, un massacre voulu et qu'il faut expliquer aujourd'hui. Alors, pour revenir un petit peu au début de l'histoire, oui, allez-y. Oui, effectivement, parce qu'il faut comprendre que dans cette affaire-là, vous vous souvenez qu'en 1994, il y a eu des accusations extrêmement graves portées contre l'armée française sur une complicité de participation au génocide, etc. au Rwanda. Bon, moi, j'ai travaillé sur cette affaire-là et je suis arrivé à démontrer que les accusations qui étaient portées contre l'opération turquoise manquaient de substance, n'étaient pas étayées, documentées. D'ailleurs, un rapport des services de renseignement américains avait été produit par l'ancien sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, M. George Moose, qui disait que lorsque ces accusations, notamment de livraison d'armes par les éléments de l'opération turquoise, auraient été faites à l'est du Congo en 1994, ils ont mobilisé l'ensemble des services de renseignement américains, la CIA, la NSA, etc. Ils sont arrivés à la conclusion qu'effectivement, il n'y avait jamais eu de livraison d'armes des militaires de l'opération turquoise aux miliciens Hutus. Donc, si vous voulez, cette farce a continué pendant des années en France parce qu'évidemment, ça évite que tout le monde se penche sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, parce qu'il se trouve que ceux qui commettent ces atrocités aujourd'hui au Congo sont ceux qui disent avoir stoppé le génocide au Rwanda, c'est-à-dire les troupes de Paul Kagame et tous leurs alliés. Et donc, évidemment, ceux qui ont eu le beau rôle dans les événements, disons, de 1994, sont ceux qui agressent, massacrent, pillent les richesses de la République démocratique du Congo. Vous savez, les premiers rapports des Nations Unies datent de 2001. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu près d'une dizaine de rapports des Nations Unies attestant du rôle nocif de Paul Kagame et de ses troupes, soutenus par les Anglo-Américains en République démocratique du Congo. C'est pour cette raison que les médias n'ont pas le courage, je dirais le courage intellectuel d'en parler. Alors, oui, mais je voudrais qu'on reprenne et que ce soit très clair, parce qu'en plus c'est très clair dans votre livre, pour tout le monde, parce que je ne suis pas sûre même que tout le monde comprenne bien le génocide du Rwanda, ce qui s'est passé, etc. On va reprendre tout ça et on va voir surtout les ficelles qui étaient derrière. Alors, je résume. 1994, le génocide, donc appelé génocide rwandais, des Tutsis, donc les Hutus contre les Tutsis, et donc ce que vous disiez, la France accusée d'avoir, en tout cas, rendu service aux Hutus. À ce moment-là, donc tout ça est à ce moment-là, il y a donc la Cour pénale internationale qui condamne ce qui s'est passé et les Hutus, etc. Et ce qui n'est pas dit,
et on va le dire tout de suite, c'est que les Tutsis eux-mêmes avaient fomenté une révolte. En fait, c'était, comme souvent d'ailleurs, des guerres et des conflits qui avaient commencé avant 1914. Voilà. Et les Hutus se réfugient, les Hutus qui ont commis le génocide, mais qui sont donc après renversés, se réfugient au Congo. Euh, sur place, de nouveau maintenant, ce sont finalement ces Hutus-là qui sont Massacré. massacrés par les Tutsis qui sont arrivés également au Congo, mais le Rwanda, donc porté par le président Paul Kagame, comme vous l'avez dit, qui, en fait, le Rwanda a tout intérêt à utiliser cette révolte, on va dire, clanique, qui existait déjà avant. Enfin, c'est ça, c'est clanique, hein, vous allez me Absolument. dire. Il Absolument. utilise cette révolte pour récupérer, lui, une partie de la région Est, qui est la région très riche en minerais. Et qui est derrière le Rwanda? Parce que Paul Kagame tout seul, bon, ce n'est qu'un, il n'a pas forcément beaucoup d'outils, d'armes, etc. Mais qui utilise derrière le Rwanda, en fait, qui tire les ficelles et qui a aidé le Rwanda à prendre ce pouvoir et à attaquer aujourd'hui le Congo comme il le fait, eh bien, il est soutenu par les Américains, la Grande-Bretagne et en général la communauté internationale. Et même, on a mis la pression à la France pour soutenir aussi ce Paul Kagame. Et tout ça, c'était pas un plan pour sauver moralement la région et les Oui, bien Tutsis, sûr. mais pour récupérer les minerais. Voilà, pour résumer. Absolument, vous avez absolument bien résumé la problématique. Et c'est pour cette raison que il est difficile en France d'avoir un débat serein, posé, documenté sur cette affaire. Parce qu'il s'agit d'une vaste manipulation dans laquelle tout le monde est tombé, les médias français en premier, parce que je vous rappelle que la première grosse campagne d'accusation contre la France n'a pas été initiée par les médias français, mais par les médias américains. Et l'ensemble des médias français, les médias français ont succombé à cette Pression, culture, ouais. je dirais, à cette propagande venue outre-Atlantique. Et il se trouve que pendant des années, jusqu'à aujourd'hui, on répète exactement toujours les mêmes choses, comme si l'histoire n'avait pas évolué, comme s'il n'y avait pas eu de nouvelles, des archives ouvertes, comme s'il n'y avait pas eu de chercheurs qui avaient travaillé sur cette question-là. Mais pour résumer les choses de façon simple, c'est que lorsque les Américains décident en 1993 de renverser le président Habyarimana ou de se débarrasser du président Habyarimana, ils ont formé, Paul Kagame a été formé à Fort Leavenworth aux États-Unis. Donc, ah oui. C'est vraiment un envoyé des Pentagone. Américains. Donc le président du Rwanda, qui aujourd'hui crée ces massacres depuis maintenant 25 ans au Congo, est vraiment envoyé par les Américains, formé aux États-Unis. Absolument. Écoutez, il a été formé aux États-Unis en 1990 lors de la première attaque contre le Rwanda. Il était aux États-Unis en formation. Je rappelle encore pour que vos auditeurs comprennent bien. Il était en exil en Ouganda. Et que faisait-il en Ouganda en tant qu'exilé? Généralement, quand vous êtes en exil, vous bénéficiez d'un certain nombre d'avantages dont vous devez être astreint à l'obligation de réserve, etc. Non, dans son cas, il était directeur de service de renseignement militaire en Ouganda et c'est de l'Ouganda, c'est-à-dire dans l'armée ougandaise, dans l'armée régulière ougandaise. Et il est parti de là, envoyé aux États-Unis en stage de formation. Et c'est du départ de son stage en formation aux États-Unis qu'il va être envoyé, propulsé au front pour venir prendre la direction des opérations militaires pour mener l'attaque contre le Rwanda. Et c'est à ce moment-là que la France va organiser la première aide ou soutien logistique au président Habyarimana pour faire barrage à cette action de déstabilisation qui était en fait une tentative de coup d'État. Eh bien, ils vont réitérer cette démarche en 1994 avec l'attaque contre par un missile SAM-16 contre l'avion du président Habyarimana. Et à ce moment-là, lorsque la France décide effectivement de quitter le Rwanda sous la pression, évidemment, de Paul Kagame lui-même et d'un certain nombre de personnalités en France, la France se désengage, quitte le Rwanda à la suite des accords de paix qui avaient été signés à Arusha. La France revient, et bien évidemment, la campagne va s'intensifier. Mais pourquoi elle s'intensifie? Parce qu'à ce moment-là, la France est en situation de cohabitation. Monsieur Édouard Balladur est le Premier ministre et François Mitterrand est président de la République. Et les deux ne sont pas tout à fait d'accord sur la politique qu'il faut mener au Rwanda. Et dès ce moment-là, l'erreur qui a été commise par le Premier ministre Balladur, c'était de penser que
il fallait déployer l'opération turquoise sur le territoire congolais et qu'en déployant l'opération turquoise sur le territoire congolais, eh bien, il n'y aura pas d'affrontement militaire avec le FPR et donc probablement les accusations contre la France vont s'arrêter. Sauf que là, les accusations contre la France ne s'arrêtent pas et évidemment, les Américains sont mécontents et Kagame en premier parce que en déployant l'opération turquoise à Goma. Goma était ce qui était prévu par les stratèges américains et notamment par Paul Kagame comme l'aéroport international des trafics de diamants, de coltan, de cassiterie. Parce qu'il y avait un plan, vous le prouvez, vous avez les notes de la CIA, vous les mettez dans votre livre, où on voit le plan qui était déjà là avant même ce qu'on a appelé le génocide du Rwanda, qui était donc la prise de pouvoir par Paul Kagame et donc au-dessus les Américains de cette région, avec en effet l'installation de l'aéroport, etc. Tout ça, toute la logistique, tout était prêt. Tout ce plan, qui d'ailleurs est le plan qui est effectué aujourd'hui pour récupérer tous ces minerais qui sont une mine d'or, pour le dire clairement. Je voudrais donner les chiffres. Ouais, juste 10 millions. Alors ça, c'est les chiffres qui se sont arrêtés, je crois. On a arrêté de compter. 10 millions de morts, 500 000 femmes violées, 110 000 kilomètres de forêts qui ont été dévastées, tout ça pour l'exploitation de ressources minières, sans parler de la maltraitance tous les jours, notamment des enfants qui travaillent sur place dans les mines, comme vous avez pu le voir dans l'image. Oui, absolument, parce que vous savez, le débat qui est devenu un débat franco-français sur l'opération turquoise, les accusations contre la France avec des rapports soi-disant pour expliquer que la France a participé, n'a pas participé au génocide, etc., avec dans une confusion intellectuelle la plus totale, a pour seul objectif d'occulter que ceux qui sont soutenus par les Américains en 1994, c'est-à-dire Paul Kagame et la rébellion Tutsi, ce sont eux qui vont rentrer sur le territoire congolais contre des gens qui ne leur ont absolument rien fait, parce que les Congolais ne sont pas mêlés aux affaires du Rwanda, et donc ils sont attaqués chez eux, bombardés chez eux, massacrés chez eux, parce que dans la partie est où ces conflits se trouvent aujourd'hui avec beaucoup d'intensité, notamment le M23 soutenu par le Rwanda, c'est la zone la plus riche en matière, en ressources minières. Et je dois vous rappeler, pour que vos auditeurs comprennent très bien, c'est que le coltan qui est utilisé aujourd'hui par les grandes entreprises multinationales pour la fabrication des téléphones portables et des ordinateurs, depuis 1942, c'est-à-dire pendant la Seconde Guerre mondiale, ce produit est considéré par le gouvernement américain comme un produit stratégique de la défense des États-Unis. Donc, c'est depuis 1942 que les Américains savent, avec les ingénieurs, que le coltan se trouve sur le territoire congolais et on a organisé, écoutez, la déstabilisation du Rwanda en 1994 et pour que, effectivement, en 1997, on renverse le président Mobutu, qui était le président de la République démocratique du Congo à l'époque, appelé le Zaïre. Et lorsque cette attaque est faite en 1997, c'est justement par Paul Kagame, soutenu par les Américains. Et j'ai demandé à certains experts militaires, donc des officiers qui étaient habitués un peu par ce type d'intervention, combien de temps faut-il pour mener ce genre d'action militaire pour déstabiliser tout un pays, notamment le Zaïre. Ils m'ont expliqué qu'il faut au minimum 2 ans parce qu'il y a de la logistique, il y a tout un travail important qui est fait. Et qu'est-ce que j'ai découvert dans les archives du Pentagone et des documents de la CIA, c'est que à partir de 1994, quand on dit qu'on mène l'opération turquoise, les Américains ne veulent pas participer à l'opération turquoise avec les militaires français. Ils créent une opération qu'ils ont appelée l'opération Support Hope, qui est une opération militaire très importante, secrète, qui est déployée en Ouganda, c'est-à-dire pays voisin du Congo. Et ce sont les Ougandais qui vont abriter toute la logistique qui va servir à Paul Kagame pour venir en 1997 renverser le président du Zaïre et occuper militairement ce pays, puisque le chef d'état-major de l'armée rwandaise, c'est-à-dire le bras droit de Paul Kagame, tenez-vous bien, est devenu chef d'état-major de l'armée congolaise, c'est-à-dire le pays d'à côté. Et lorsque on l'a chassé de ce pays-là, il est redevenu chef d'état-major au Rwanda et puis ministre de la Défense. Vous voyez dans quelle situation
on se trouve. Et évidemment, en France, il ne faut surtout pas parler de cette affaire-là, Alors, on va en parce que parler. ça met à mal les Américains et les Anglo-Saxons qui ont soutenu Paul Kagame et qui font en France toute la propagande contre les militaires de l'opération turquoise. Voilà le fond du problème. Et Alors, tant qu'on ne oui. va pas regarder la réalité du Congo, eh bien, on va continuer à vous parler du rôle supposé de la La France dans les France, événements ou alors, parce que, de... par exemple, je vais vous donner aussi un exemple. On parle du rôle de la France, donc la culpabilisation de la France. Et puis, par exemple, là, je lisais un article qui relayait ce geste donné par Cédric Bakambu, le joueur congolais qui a fait parler en ce moment avec son geste sur le terrain de la Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, voilà ce que disent les articles en général, hein, pour donner une idée. Discours officiel. Donc, le mouvement rebelle M23 est accusé de nombreuses violences sur les populations civiles, et dont la Cour pénale internationale et de nombreux acteurs ont dénoncé ce qui se passait, etc. Voilà ce qui est dit en fait en général. Au Congo, on a un mouvement rebelle qui extermine la population du Congo. Alors qu'avec ce que vous nous expliquez, on voit que c'était un plan organisé, prévu par la CIA, qui a été mis en place avec les acteurs locaux, c'est-à-dire Rwanda et Ouganda, contre ici cette région très très riche du Congo, et qu'en utilisant plus, pour le comprendre et finir de résumer, cette notion de génocide qui était attribuée aux Hutus, pour justement empêcher de vouloir protéger aujourd'hui ces Hutus qui ne sont pas les mêmes, mais qui sont au Congo et qui sont aujourd'hui massacrés depuis 35 années. 25 années, pardon. Oui, Donc, oui. voilà ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, je voudrais qu'on va aller plus loin dans les ficelles. Donc, qui est derrière? Vous parliez des Américains. Qui? Le clan Clinton au passage. Pourquoi? Vous avez dit... voilà, je voudrais qu'on aille sur ça. Et puis, pourquoi la France aussi ne joue pas son rôle qu'elle devrait jouer? On sait par exemple que Jacques Chirac, c'est ce que dit François Millon, qui était ministre de la Défense, dans sa préface. Jacques Chirac lui-même avait tenté, en tout cas, de faire un appel international. Et son appel n'a pas été lancé. La France aurait dû intervenir. Elle n'est pas intervenue sur l'appel du président américain lui-même. Donc, on s'est couché face à Bill Clinton à ce moment-là. Et on continue de se coucher. Et vous mettez d'ailleurs les images où on voit... Alors ça, c'est dingue. Emmanuel Macron qui reçoit le président... donc Paul Kagame, et puis après je ne sais plus qui était reçu, une secrétaire de la défense ou je ne sais quoi, qui est reçue également par la Madame France. Mushikiwabo. Voilà, Voilà, avec Madame Mushikiwabo, la ministre des Affaires l'ancienne étrangères. ministre des Affaires du Rwanda, l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, reçue par le président. La France lui a donné la francophonie, alors que le Rwanda est un pays anglophone. Donc, vous avez des aberrations terribles dans ce dossier. Et c'est pour cette raison, écoutez, vous savez, il y a un ancien journaliste, grand reporter du Figaro, Jean-Louis Tremblay. Non. Monsieur Patrick de Saint-Exupéry. Ah oui. Si vous vous souvenez bien, c'est lui qui était en quelque sorte le fer de lance qui a développé les accusations les plus virulentes contre l'opération turquoise et contre François Mitterrand à l'époque. Et ce monsieur, il a quand même été condamné près de 3 fois par la Cour de cassation. La Cour de cassation a explicitement dit que ses travaux de recherche sur le Rwanda ce n'est pas un travail sérieux, rigoureux, documenté. C'est la Cour de cassation qui le dit. Évidemment, on ne reprend pas ça dans les médias parce que c'est un peu humiliant et déshonorant pour celui qui a eu le prix Albert Londres quand il était journaliste au Figaro. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que M. de Saint-Exupéry a écrit un livre intitulé La Traversée, dans lequel il dit explicitement qu'il n'y a pas de massacres et d'extermination de population au Congo. Mais c'est hallucinant, M. de Saint-Exupéry, qui écrit cela dans un livre, probablement sur commande de Kigali. Donc, ce que je veux dire dans cette affaire-là, c'est que non seulement la France a courbé les chines en 1994, lorsque il a été question que les Américains se déploient avec l'aide de Kagame, la France a accepté d'être accusée
alors que les accusations contre elle n'étaient pas étayées, parce que la France ne voulait pas faire face aux États-Unis et à la Grande-Bretagne, ses alliés au sein du Conseil de sécurité. J'ai vu beaucoup de documents du Conseil de sécurité. Quand vous voyez la position que la France a adoptée au Conseil de sécurité pendant cette affaire-là, cette posture est pitoyable. Je ne comprends pas comment les autorités françaises ont pu accepter de se retrouver dans une position de larbin dans cette affaire-là. La deuxième chose, la deuxième chose, c'est que lorsque le président Sarkozy arrive au pouvoir en 2007, la première chose qu'il dit, c'est qu'il faut renouer les relations diplomatiques avec le Rwanda, ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose. Mais il va au Rwanda dire que la France a commis des erreurs. Et on ne sait pas de quelles erreurs il s'agit. D'ailleurs, lui-même, il s'abstient de lister ces erreurs. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que le même Nicolas Sarkozy, en 1994, lorsqu'il était le porte-parole du gouvernement d'Édouard Balladur, a dit que la France s'est très bien comportée dans les événements du Rwanda. Quel est donc le Nicolas Sarkozy qu'il faut écouter et croire? Quel est celui qui dit la vérité? Est-ce celui qui était porte-parole du gouvernement français en 1994 qui dit que la France n'a rien fait? Est-ce celui qui devient président de la République des années après qui dit que la France est coupable? Et on ne sait justement pas de quel fait précis la France serait coupable dans les événements du Rwanda. Donc, quand on connaît le penchant atlantiste de M. Nicolas Sarkozy, on comprend évidemment qu'il a pris la ligne des États-Unis, la ligne américaine, pour effectivement discréditer son propre pays dans des accusations qui sont totalement fausses. Donc tout le monde travaille dans l'opacité, le mensonge dans cette affaire, justement pour qu'on ne voit pas ce qui se passe au Congo. Et je vous donnerai, je dirais, un peu la cerise sur le gâteau avec M. Nicolas Sarkozy, c'est que M. Nicolas Sarkozy, lors d'une conférence avec les ambassadeurs français, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, je crois que ça devait être en 2009-2010, si ma mémoire est encore bonne. Il dit que le Congo doit partager ses richesses avec le Rwanda. Mais c'est une déclaration qui fait scandale au Congo parce que les Congolais ne comprennent pas comment un chef de l'État français peut dire que le Congo doit partager ses richesses avec le Rwanda. Oui, et moi, je me posais la question. Je me suis posé la question de savoir si M. Sarkozy dirait que la France doit partager ses richesses avec la Grèce ou avec le Portugal. Je ne sais pas si les Français seraient très contents d'entendre ce type de déclaration. Non, on n'est pas très content, mais c'est plus ou moins déjà ce qu'on fait. Bon, on ne va pas élargir mais le sujet, mais avec l'Allemagne notamment, l'énergie, etc. Mais restons sur notre sujet, en effet. De quel droit décide-t-on qu'un pays devrait partager ses richesses avec un autre, d'autant plus que l'autre est le pays agresseur depuis une trentaine d'années. Mais alors, Nicolas Sarkozy est tout à fait, on le sait, comment dire, je vais dire gentiment, suiviste en tout cas des Américains. Donc... Mais bien entendu, mais vous savez, il est allé, bon, depuis que M. Macron est arrivé au pouvoir, M. Nicolas Sarkozy a dit lui-même dans une déclaration, je crois, au journal Le Point, que le Rwanda était l'allié stratégique de la France. Mais quand vous voyez que le Rwanda est un petit pays pauvre, enclavé, sans ressources, etc., quand la France, qui est anglophone et qui n'a cessé d'injurier les dirigeants français depuis plus d'un quart de siècle, bon, quand la France va construire son centre de gravité dans un pays pareil, vous comprenez que la France suit directement la politique américaine. Et ça, c'est la chose la plus scandaleuse qui puisse exister dans ce dossier. Sauf qu'en France, il ne faut surtout pas montrer le niveau de trahison des élites françaises par rapport à leur pays dans ce dossier-là, et surtout le manque de crédibilité que la France accumule dans ce dossier-là, parce que les Congolais sont surpris de constater que le Congo, qui est l'un des pays francophones les plus importants de la région, eh bien aujourd'hui maltraité par son voisin avec l'aide de la France. Et on se souvient d'ailleurs que le président Tshisekedi, dernièrement, a eu une altercation avec le président Macron. C'est quand même la première fois depuis les indépendances qu'un chef de l'État français va sermonner quasiment un président africain dans son pays, alors qu'il est accueilli, je dirais chaleureusement, dans ce pays-là par le président congolais. Donc,
on est dans une situation aujourd'hui où la France accumule des humiliations et des comportements totalement incohérents en Afrique et notamment en République démocratique du Congo. Et c'est pour cette raison-là que les Congolais sont très en colère par rapport à la politique de la France et par rapport à l'attitude de la France vis-à-vis de son comportement vis-à-vis du Rwanda. Et vous aurez remarqué que les Congolais ont également constaté que lorsque on a parlé de l'agression russe en Ukraine, tout le monde s'est mis à attaquer les Russes, à dénoncer la Russie, mais quand on parle de l'agression rwandaise au Congo, on demande aux Congolais d'aller négocier avec leurs agresseurs. C'est quelque chose qui est totalement ubuesque et personne ne comprend pourquoi la France adopte ce genre de posture. Alors, vous avez dit beaucoup de choses. On va revenir d'ailleurs sur la comparaison avec l'Ukraine et même pourquoi pas Israël-Palestine, parce qu'il y a un élément intéressant avec cette plainte qui a été posée au niveau des Nations Unies par l'Afrique du Sud, accusant Israël de génocide, justement. Donc, on va peut-être parler de ça, parce que est-ce que ça peut pas être une porte de sortie pour le Congo? Mais avant ça, je voudrais quand même qu'on avance juste sur les intérêts américains. On a dit donc les Américains ont un plan, celui de récupérer les minerais, donc il faut qu'ils aient une accession directe avec un homme envoyé des Américains sur place, Paul Kagame. Les Français, comme souvent on peut le remarquer en ce moment malheureusement, ont juste courbé les chines. On ne sait pas s'ils ont des intérêts directs, les Français. Ils peuvent récupérer aussi, profiter de la manne céleste du Congo, ou finalement se sont juste soumis aux Américains sans même avoir d'intérêt direct financier. Enfin, Non, vous savez, lorsque avant la chute du maréchal Mobutu, c'est-à-dire avant de renverser le maréchal Mobutu en 1997, le seul principal allié du maréchal Mobutu, c'était la France. Mais comment la France s'est comportée? C'était à la fin, c'est-à-dire le président Mitterrand avait le cancer de la prostate, le maréchal Mobutu lui aussi avait le cancer de la prostate. C'est d'ailleurs pour cette raison que les Américains ont décidé de mener cette offensive sur le plan militaire, parce qu'ils savaient que en France, le président Mitterrand ne serait pas en capacité sur le plan physique d'aller dans un affrontement serré contre eux, et le maréchal Mobutu non plus. Mais les dirigeants français ont quasiment abandonné le Zaïre de Mobutu. Ils se sont abstenus de défendre ne serait-ce qu'une position de principe pour dire qu'on ne peut pas s'en prendre à ce pays-là. Et M. Charles Mignon le confirme très bien en 1997, lorsqu'il constate, lui, en tant que ministre français de la Défense, que si jamais les troupes de Paul Kagame rentraient au Congo, eh bien, ce serait l'embrasement de toute la sous-région. Ils le savaient, ils l'ont annoncé. Ouais. Voilà, il décide de monter donc une opération pour essayer de faire barrage à cette situation. Eh bien, il a évidemment l'appui des militaires, il a l'appui du président de la République, Jacques Chirac, mais il se trouve que le président Clinton, informé par la CIA et les éléments du Pentagone qui soutenaient Paul Kagame, fait comprendre effectivement au président Chirac qu'il est au courant que la France prépare une intervention et qu'il faut tout arrêter. Ouais. Et donc, évidemment, le président Chirac a obtempéré comme un petit garçon sage. Eh bien, il a appelé son ministre de la Défense, M. Charles Mignon, et il a dit, vous m'arrêtez les opérations. M. Clinton n'est pas content. Donc, au lieu que, évidemment, je crois que si le président Chirac était là et qu'il voyait les millions de morts, d'ailleurs, il avait signé une tribune dans Le Monde avec plusieurs personnalités sur l'affaire des massacres les viols des femmes en République démocratique du Congo, avec Mme Trier-Veller et plusieurs autres personnalités avaient signé une tribune dans Le Monde pour dénoncer les viols des femmes. Sauf que c'est en 1997 qu'il fallait empêcher que les femmes soient violées massivement au Congo. Donc, il y a eu un échec du comportement des dirigeants français qui ont suivi, je dirais, servilement les Américains à ce moment-là. Et on a vu par la suite que, eh bien, les Américains, tant qu'ils n'ont pas et continue de soutenir Paul Kagame et sa politique violente, criminelle et agressive, et qui est en violation totale, d'ailleurs, c'est la violation flagrante du droit international. Bien sûr, bien sûr. On va y revenir sur ce qui peut être fait au niveau international. Et la politique française ne change pas. Elle est servilement alignée sur les positions américaines. Oui, mais ce qui ne sert même pas ses intérêts, c'était ma question. Finalement, elle n'arrive même pas à servir ses propres intérêts. La France est en capacité
en tant que pays membre du Conseil de sécurité, le nombre de fois où la France a bénéficié des voix du Zaïre au Conseil de sécurité pour un certain nombre de positions qui étaient les positions de la France, le Congo a toujours donné à la France des voix au Conseil de sécurité pour soutenir sa politique internationale. Donc aujourd'hui, la France va construire son centre de gravité au Rwanda, qui ne cesse d'injurier des dirigeants français, d'accuser la France et tout le temps. Et c'est pour cette raison que la France ne peut pas avoir d'intérêt direct au Congo, puisqu'elle préfère aller discuter avec je dirais, les garçons de course des États-Unis, qui sont le président rwandais et le président Museveni de l'Ouganda. Question, alors il me faut une réponse très rapide parce qu'on a déjà dépassé le temps, mais je voudrais qu'on aborde aussi cette question internationale, la comparaison avec Israël-Palestine, l'éventuelle plainte qui pourrait être portée aux Nations Unies, vous allez nous dire. Mais d'abord, les Américains servent leurs intérêts, mais officiellement, ils sont présents comment là-bas? On sait qu'ils sont derrière Paul Kagame, mais y a-t-il des entreprises américaines qui viennent directement récupérer les minerais, ou tout ça passe par une mafia occulte et ça arrive quand même indirectement chez les Américains? Mais tout va à Kigali, mais vous voyez, le Rwanda est devenu exportateur de coltan, alors qu'ils n'ont pas un gramme de coltan dans leur sous-sol. Ils construisent des usines là-bas. En fait, tous les grosses multinationales américaines, et bien entendu, une partie des autorités américaines ont tout organisé à Kigali pour que tout se passe à Kigali et que tout se passe au Rwanda. Même l'Union européenne a alloué plusieurs millions d'euros récemment au Rwanda. Mais c'est un soutien, je dirais, indirect à l'action militaire agressive du Rwanda vis-à-vis de la RDC. Évidemment, il est clair que si jamais les Congolais s'inspiraient de la plainte qui a été portée par les Sud-Africains, évidemment, il est évident qu'ils seraient en capacité de faire la même chose, mais je doute fort que les Congolais soient soutenus dans ce type d'initiative par la France et par la communauté internationale. Mais pas besoin d'être, il suffit d'un pays, pas besoin d'être soutenu. Et d'ailleurs, on voyait bien que l'Afrique du Sud n'était absolument pas soutenue. Et surtout pas par l'Occident. C'est pour ça qu'il y a peut-être une comparaison. Elle n'était absolument pas soutenue. D'ailleurs, les Américains ont immédiatement dit que c'était scandaleux, qu'on n'avait pas le droit de faire ça. Israël, ne parlons pas de leur réponse. Malgré tout, le tribunal a fait son travail. Et là, on demandait à Israël de présenter, de s'abstenir au maximum d'avoir un comportement génocidaire, pour résumer. Et dans un mois, on verra, le dossier sera fait, s'il y a vraiment qualification de génocide. Donc on est quand même vraiment, même si l'Occident ferme les yeux, le reste du monde le voit. Et aujourd'hui, c'est ça aussi qui a peut-être changé, qui peut changer pour le Congo. Alors, ce que je peux vous dire dans cette affaire-là, puisque vous en parlez, c'est que là, encore une fois de plus, on est un peu surpris par la politique de la France dans ce dossier. Vous savez que la politique qui a été la politique traditionnelle de la France dans cette région, c'était une politique d'équilibre qui était prônée par le général de Gaulle, depuis Monsieur Couve de Murville. C'était que la France devait avoir une position objective, neutre, impartiale vis-à-vis des belligérants. Donc, le général de Gaulle l'a dit en 1967, tout le monde l'a attaqué, il a été vilipendé. Le président Mitterrand est revenu sur la même position. Il a considéré que en 1989 que M. Arafat devait venir en France. Donc à 2 reprises, je dirais même que c'est la dernière fois que la France a raté l'occasion d'être un acteur très important dans cette affaire. C'est-à-dire que la première fois, c'était avec le général de Gaulle. La deuxième fois, c'était avec Mitterrand. Et depuis Mitterrand, la France n'a plus jamais retrouver une position de crédibilité dans le dossier israélo-palestinien. Et ça, c'est regrettable. Et donc, on regarde aujourd'hui encore avec cette plainte, les gens sont en incapacité d'avoir une politique qui affirmative de la position française, qui est de respecter le monde arabe, de respecter Israël et de trouver en quelque sorte une position médiane entre Israël et la Palestine pour que ce conflit soit réglé. De toutes les façons, le règlement de ce conflit ne peut qu'apporter la paix et aux Palestiniens et aux Israéliens. Mais tant qu'on ne va pas résoudre ce problème et que la France ne va pas avoir une politique de crédibilité qui est sa tradition
je dirais, séculaire au Proche-Orient, eh bien, elle va continuer à avoir une position, je dirais, de petit dernier Oui. dans les débats concernant ce dossier. Et Oui, je mais pense que la les France, Congolais aujourd'hui, comme au Congo, oui, s'aligne sur la position américaine sur la question Israël-Palestine. Ce qui est quand même bien dommage, comme vous l'avez absolument, dit, on a vu une absolument, ligne. c'est regrettable. Oui, Je veux bien sûr dire que c'est que regrettable. tous les Mais, Français sérieux, oui. tous les Français sérieux, toutes les personnalités, les intellectuels sérieux de ce pays savent que, eh bien, la position actuelle des autorités françaises dans ce dossier-là n'est pas une position crédible, ce n'est pas une position qui grandit la France, c'est une position qui l'affaiblit. Et on craint également que la France devienne un pays que personne n'écoute dans le monde parce que ces positions sont constamment incohérentes et de plus en plus irrationnelles. Alors, ma dernière question, c'est que j'ai commencé à introduire, mais justement, on voit que le monde change, on voit que l'Occident n'a plus la voix qu'elle avait, qu'elle n'est pas le seul à parler dans ce monde. Avec les BRICS et l'émergence des pays du Sud, on voit bien que tout ça est en train d'être renversé. C'est pour ça que ce qui se passe avec la plainte devant le tribunal de l'ONU pour génocide contre Israël, portée par l'Afrique du Sud, mais qui est maintenant soutenue par énormément de pays, avec un tribunal qui fait son travail. euh, eh bien, on se dit que les choses aussi au Congo peuvent changer euh, et que la vérité va pouvoir éclater et que les pays complices, notamment les Américains en premier, nous sommes serviles, mais eux sont des véritables de complices de guerre. Dans ce cas-là, que tout ça va éclater. Donc là, on peut vraiment imaginer un reversement de la situation sur ces questions-là et notamment au Congo. Bien sûr. Bien sûr. Ah, écoutez, le président congolais nouvellement élu, hein, M. Félix Tshisekedi, il a dit qu'il ne veut pas négocier avec les agresseurs, notamment le Rwanda et le M23. Et pourquoi il ne Il l'a porte dit pas aux plainte? Américains. Oui. Oui, il a dit aux Américains très clairement qu'il n'a pas envie de négocier avec. Écoutez, on a demandé aux Congolais de négocier depuis plusieurs années. Ils ont signé de nombreux accords avec le Rwanda et les mouvements rebelles. Eh bien, il n'y a jamais eu de paix. Il n'y a jamais eu de paix. Et donc, quel est l'intérêt pour eux de continuer à négocier avec des gens qui les agressent indéfiniment, Bien qui sûr. massacrent leur population, qui violent constamment leur territoire dans l'indifférence générale de la communauté Oui, mais pourquoi internationale? ne porte-t-il pas plainte aujourd'hui comme l'a fait l'Afrique du Sud pour Je Israël? pense qu'ils vont être obligés de porter une plainte, soit devant la Cour internationale de justice, soit Devant de le façon. tribunal international, oui, des Nations Unies. De toutes les façons, ça va se faire parce que le Conseil de sécurité aujourd'hui garde le silence devant ce qui se passe au Congo. Et je ne pense pas que le président congolais va continuer à accepter cela. Et je ne crois surtout pas que les populations du Congo vont continuer à accepter qu'on vienne les massacrer chez eux, qu'on viole et qu'on traite les enfants comme on les traite comme dans les images que vous avez montrées et que personne ne dise absolument rien du tout au Rwanda parce que c'est le chouchou des anglo-saxons et probablement aussi des autorités françaises. Oui, eh bien, vous avez tout résumé. Je pense, comme vous avez une voix qui porte, qu'il faudrait peut-être suggérer que cette plainte soit faite très très vite. Comme elle peut faire changer les choses sur la scène du Moyen-Orient, ça pourrait être intéressant aussi. Surtout que les choses changent et en effet, avec les BRICS, les yeux s'ouvrent, etc. Donc, en tout cas, Oui, beaucoup de choses à dire sur l'Holocauste au Congo qui continue d'avoir lieu. Je recommande très fortement ce livre, donc Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale, la France complice, aux éditions L'Artilleur. Nous n'avons pas parlé, et en effet, c'est tellement atroce, mais bon, vous le racontez, il y a des interviews de femmes qui ont été violées 4 fois par jour par des hommes différents. C'est une organisation du viol, en fait. C'est oui. juste Et vous atroce. n'avez pas des féministes françaises qui se mobilisent pour soutenir les femmes du Congo. Et Oui. ça, c'est scandaleux. Ni les écologistes, comme vous le dites, alors que des arbres sont brûlés pour avoir accès aux minerais évidemment, et puis surtout, c'est toutes ces mines qui font travailler les enfants. Donc tout ça est absolument atroce. C'est pour ça que c'était important de commencer à ouvrir le sujet avec vous et aussi grâce Tout à fait. à Et je ce vous joueur. remercie surtout d'avoir insisté sur la plainte. Je pense que l'occasion est bonne ici pour moi de lancer un appel au président de la République démocratique du Congo de mobiliser ses juristes et ils auront le soutien international de d'autres juristes pour Oui. permettre à ce qu'une plainte soit déposée effectivement contre
contre le Rwanda et contre ses attitudes et son agressivité et sa violence en République démocratique du Congo. Et je pense que tout le peuple congolais sera derrière son pays pour pouvoir mobiliser les gens pour cette plainte-là. Et pourquoi pas un soutien de l'Afrique du Sud qui a réussi à porter sa plainte et qui avait de très très bons juristes sur cette question. Bon, encore une autre question. Allez, on clôture, mais merci beaucoup en tout cas Charles Onana. Et je rappelle donc Holocauste au Congo aux éditions L'Artilleur. Merci à vous tous, chers